En juin 2025, un clic silencieux a déplacé la valeur africaine. Pendant des décennies, chaque échange régional payait un détour hors du continent. Soudain, 19 pays raccourcissent la route, réduisant délais, frais et frictions. Que change pour vous ce basculement quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté économique et que les règlements passent de 3 à 5 jours à quelques secondes? Derrière la technique, un fait se dessine. La valeur circule plus vite, reste plus longtemps dans l'écosystème local, et la lecture des flux change de camp, sans fanfare, mais avec des effets immédiats sur la trésorerie et la confiance. Cette analyse fait une promesse simple: expliquer pourquoi un ajustement technique discret peut produire des effets durables sur les équilibres économiques. Moins de coûts, plus de contrôle, davantage de prévisibilité. Pour le public, l'intérêt est immédiat. Des règlements plus rapides, des frais réduits, une trésorerie plus lisible. Pour les entreprises, cela signifie des décisions prises sans attendre, des volumes sécurisés, des contrats régionaux redevenus praticables. Pour les institutions, l'enjeu dépasse l'efficacité opérationnelle. Il touche à la capacité d'observer les flux au beau moment où ils naissent et d'agir sans dépendre de signaux extérieurs retardés. Mais la portée réelle ne se limite pas à l'économie quotidienne. Elle concerne la trajectoire qu'un continent peut emprunter lorsqu'il choisit de conserver la valeur qu'il produit, de lire ses propres données et de décider sans infrastructure lointaine. Rompre avec une normalité vieille de plusieurs décennies ouvre une zone d'incertitude, mais aussi un champ d'opportunité. La question n'est donc pas seulement de savoir si le système fonctionne, mais ce qu'il rend possible à moyen terme et à quel rythme les comportements s'ajustent lorsque le temps et le coût cessent d'être des obstacles permanents. En quelques semaines, des économies potentielles de plusieurs milliards ont été identifiées, tandis que des délais de règlement sont passés de 3 à 5 jours à quelques secondes. Cette compression du temps financier n'est pas marginale. Elle modifie immédiatement la circulation de la liquidité et la lecture du risque. Derrière ces chiffres, un constat s'impose: le coût structurel du commerce intra-africain a commencé à chuter et ce mouvement est mesurable dès les premiers corridors activés. Pour saisir la portée de cette mini-révélation, il faut revenir au mécanisme longtemps accepté comme normal. Chaque transaction régionale suivait une trajectoire indirecte, quittant le continent pour être compensée ailleurs, puis revenant alourdie de frais et d'exposition à des devises dominantes. Cette architecture héritée d'un autre âge rendait invisibles des pertes cumulées, tout en donnant à des acteurs extérieurs une vision complète des flux. Le contrôle de la monnaie impliquait alors le contrôle de l'information, et donc d'une part du pouvoir économique. Les chocs récents ont fissuré cette normalité. La pandémie a étiré les délais, immobilisant le capital opérationnel. Les tensions géopolitiques ont accentué la volatilité des devises dominantes. Les petites et moyennes entreprises, premières exposées, ont vu leurs marges se contracter sans levier correctif. Dans ce contexte, les banques centrales africaines ont commencé à poser une question simple: pourquoi financer les échanges régionaux via des routes étrangères, coûteuses et lentes, alors que les volumes sont locaux? C'est dans ces débats techniques, souvent discrets, qu'une ambition plus large a pris forme. Si la souveraineté politique peut être défendue sur la scène publique, pourquoi la souveraineté financière resterait-elle hors de portée? Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère symbolique, non pour un rôle opérationnel, mais parce qu'il incarne cette interrogation partagée sur l'autonomie réelle et mesurable. À partir de là, la question devient incontournable. Que se passe-t-il lorsque la valeur cesse enfin de prendre la sortie par défaut et que le temps, longtemps perdu, redevient une ressource productive? Pour comprendre les effets immédiats du nouveau réseau, il faut quitter les tableaux de bord et suivre ceux qui vivent au plus près des flux. Un négociant de café éthiopien sert ici de fil conducteur. Avant 2025, ces paiements transfrontaliers mettaient parfois jusqu'à 5 jours à se stabiliser. Les frais, la volatilité monétaire et l'attente formaient une zone d'incertitude qu'il devait intégrer dans ses prix, réduisant ses marges et limitant ses volumes. Les premières semaines d'utilisation du système
ont modifié cette équation. Les règlements s'effectuent désormais en quelques secondes. La visibilité sur la trésorerie s'est améliorée. Ce simple changement de rythme a eu un effet direct. Il a permis de sécuriser des contrats plus ambitieux sans augmenter l'exposition au risque. Le gain n'est pas seulement financier, il est opérationnel. Le temps n'est plus une variable subie, mais un paramètre maîtrisable. Un second cas, observé lors d'un pilote entre le Malawi et la Zambie, confirme cette dynamique. Des commerçants transfrontaliers, longtemps freinés par des marges étroites, ont pu régler des transactions locales avec des frais nettement réduits. Cette différence, en apparence modeste, a suffi à augmenter la fréquence des échanges et à stabiliser les approvisionnements. Là où l'irrégularité dominait, une forme de continuité s'installe progressivement. Ces récits précoces révèlent un point commun. Le changement d'infrastructure se traduit d'abord par un changement de comportement. Les acteurs n'attendent plus. Ils planifient autrement. Ils prennent des décisions avec des données plus fiables et des délais maîtrisés. En clair, lorsque le coût et le temps cessent d'être des obstacles permanents, l'intégration économique devient praticable, pas seulement souhaitable. Avant le basculement, les signaux d'alerte se multiplient. Dans plusieurs banques centrales africaines, les rapports internes pointent la même dérive. Après la pandémie, les frais de compensation augmentent brutalement, les délais s'allongent et les entreprises signalent des perturbations répétées. Ce qui était toléré comme un compromis devient un risque opérationnel. Les marges se contractent, la trésorerie se fige et chaque transaction régionale intègre une pénalité invisible. Avant, la lenteur est intégrée au prix. Après, elle devient inacceptable. Le déclencheur n'est pas une annonce publique, mais une prise de conscience collective. Des réunions techniques s'ouvrent au Caire, à Lagos, à Accra. Gouverneurs, ingénieurs financiers et régulateurs examinent les rails de paiement existants, les couches de règlement et les passerelles numériques. À chaque session, le constat revient sous des formes différentes. L'Afrique finance ses propres échanges via des routes qu'elle ne contrôle pas. Cette répétition accélère la coordination. Des groupes de travail se structurent. Des calendriers se superposent. Ligne de code après ligne de code, une architecture commune commence à prendre forme. La montée en puissance se fait sans fanfare. Les protocoles sont testés. Les nœuds des banques centrales sont synchronisés. Les banques commerciales locales se préparent à se connecter. À mesure que les essais s'enchaînent, une certitude s'impose. Le système fonctionne. Il est rapide, lisible et surtout capable d'éliminer le détour obligatoire par les devises dominantes. À ce stade, le projet quitte le registre de l'intention pour entrer dans celui de la capacité réelle. Juin 2025 marque le point de rupture. 19 pays activent simultanément le réseau. Les premiers paiements traversent l'infrastructure en temps réel, sans conversion forcée et sans visibilité extérieure. Dans une salle de conférence à Abuja, les tableaux de bord s'actualisent en continu. Chaque confirmation de transaction provoque une réaction inhabituelle pour un événement financier. Des applaudissements. Pour beaucoup de participants, c'est la première fois qu'ils voient des flux intra-africains circuler sans quitter le continent. Les répliques apparaissent presque immédiatement. Des banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal signalent une hausse des volumes internes. Des commerçants transfrontaliers testent le système sur des opérations réelles. Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent, car l'attente disparaît. Les petites entreprises, auparavant exclues par les coûts, entrent dans le jeu. L'abstraction technique devient une réalité économique quotidienne, perceptible dans les délais et dans les décisions prises. C'est aussi à ce moment que la dimension politique s'invite dans l'analyse. Dans les débats publics, certains observateurs rapprochent ce geste technique des discours sur l'autonomie africaine portés par des figures comme Ibrahim Traoré. Non parce qu'il serait à l'origine du système, mais parce que son nom symbolise une question plus large. Jusqu'où un continent peut-il aller lorsqu'il décide de réduire une dépendance héritée? La séquence devient alors lisible. Un déclencheur économique, une montée technique silencieuse, puis des répliques visibles sur le terrain. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le système existe, mais quelles ondes il va continuer de produire. Avant l'activation du réseau, le coût moyen d'une transaction intra-africaine restait durablement élevé. Après, dans les corridors testés, il passe d'environ 15% à moins de 3%. Cette chute n'est pas progressive, elle est structurelle.
Elle signifie qu'une part importante de la valeur échangée cesse d'être absorbée par des intermédiaires extérieurs et revient immédiatement dans les marges des acteurs locaux. Autrement dit, la même transaction crée soudain plus de valeur nette sans augmenter le volume ni le risque. Ce premier indicateur appelle une lecture plus fine. Lorsque les frais représentaient une telle proportion, chaque échange régional devait intégrer une pénalité invisible. Les entreprises ont été compensées par des prix plus élevés, des volumes plus faibles ou une exposition accrue aux fluctuations monétaires pendant la période de règlement. En comprimant cette ponction, le nouveau réseau libère une valeur auparavant dispersée. L'argent ne change pas seulement de chemin, il change de destination finale. Cette différence explique pourquoi des activités jugées marginales deviennent soudain viables. Le deuxième indicateur concerne le temps. Le modèle précédent imposait une attente de 3 à 5 jours avant qu'un paiement ne soit définitivement réglé. Cette inertie immobilisait du capital opérationnel, fragilisait les chaînes d'approvisionnement et compliquait la planification. Avec le nouveau réseau, les règlements s'effectuent en quelques secondes. Ce gain de temps a une traduction concrète. La trésorerie devient prévisible. Les entreprises peuvent enchaîner les opérations sans rupture, réduire leurs besoins de financement de court terme et sécuriser des contrats régionaux plus ambitieux. Le temps, longtemps perdu dans les tuyaux financiers internationaux, redevient une ressource productive. Le troisième ensemble de données touche à la souveraineté informationnelle. Dans l'ancien système, chaque transaction laissait une trace hébergée hors du continent, créant une asymétrie durable entre ceux qui produisaient dans les flux et ceux qui les observaient. Désormais, le sens est sans folle, les données sont traitées par des institutions africaines. Cette relocalisation change la capacité d'analyse des banques centrales, elles peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs instruments avec une précision nouvelle. La donnée cesse d'être un sous-produit, elle devient un levier de pilotage. Pris ensemble, ces trois indicateurs racontent la même histoire. Les coûts baissent fortement, les délais disparaissent, la visibilité revient. Ce n'est pas une amélioration marginale, mais un renversement de logique. La valeur circule plus vite, reste plus longtemps dans l'écosystème local et est observée par ceux qui en dépendent directement. Les comportements s'ajustent en conséquence. Davantage d'échanges, moins d'attentes, des décisions prises sur des informations complètes. C'est dans ce contexte que les discours sur l'autonomie économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un ancrage concret. La souveraineté ne repose plus uniquement sur des déclarations, mais sur des métriques observables. Les chiffres ne prouvent pas tout, mais ils déplacent le débat. La question centrale devient alors simple. Ces gains mesurés suffisent-ils à modifier durablement les équilibres établis, ou ne sont-ils qu'un avantage opérationnel temporaire appelé à se diluer avec le temps ? Deux lectures cohérentes s'opposent autour du nouveau réseau, et chacune repose sur une logique interne solide. La première, défendue par des économistes attachés à la stabilité monétaire globale, considère l'initiative comme une modernisation technique nécessaire mais limitée. Selon cette lecture, tant que les réserves des banques centrales africaines restent majoritairement libellées en devises dominantes, l'autonomie restera partielle. Les chocs externes continueront d'influencer les équilibres locaux et l'intégration régionale demeurera exposée aux cycles financiers mondiaux. Réduire les frictions opérationnelles améliorerait l'efficacité, mais sans transformer la dépendance structurelle. Un second argument renforce cette prudence. Les sceptiques soulignent que toute infrastructure financière doit survivre à l'épreuve du temps. Les risques de coordination, les écarts de capacité institutionnelle entre pays et les contraintes réglementaires peuvent freiner l'adoption. Dans cette perspective, le réseau serait un outil utile mais vulnérable à des interruptions, des usages inégaux ou des contournements. La souveraineté, dans ce cadre, resterait un horizon politique plus qu'un résultat immédiat. La lecture opposée adopte un angle cumulatif. Pour ses partisans, la souveraineté économique ne se conquiert pas d'un seul geste, mais par l'empilement d'infrastructures capables d'ancrer la valeur à l'intérieur du continent. La capacité à régler des transactions sans passer par des institutions extérieures
constitue déjà un changement de régime. Chaque paiement instantané, chaque corridor activé réduit la dépendance opérationnelle et renforce la cohérence de l'espace commercial. L'objectif n'est pas l'effacement soudain des devises dominantes, mais la diminution progressive de leur rôle quotidien. Ce qui départage ces deux lectures, ce sont les premiers résultats observables. La baisse marquée des frais, la disparition des délais et l'amélioration de la trésorerie des entreprises ne relèvent pas de projections théoriques. Elles modifient déjà les comportements. Les petites et moyennes entreprises élargissent leurs échanges. Les banques locales augmentent les volumes internes. Dans ce contexte, les références publiques à l'autonomie économique, souvent associées à des figures comme Ibrahim Traoré, cessent d'être abstraites. Elles s'adossent à des faits mesurables. Ces éléments n'annulent pas les risques soulignés par les prudents, mais ils déplacent le centre de gravité du débat. Il ne s'agit plus de savoir si l'impact est marginal, mais jusqu'où des effets cumulés peuvent aller avant de transformer durablement les équilibres existants. Ce point médian ne correspond pas à une nouvelle fonctionnalité technique, mais à un effet rarement mesuré au départ. Lorsque la valeur circule sans détour extérieur, ce ne sont pas seulement les coûts qui baissent ou les délais qui disparaissent, c'est la lecture même du système qui se transforme. Les autorités monétaires observent désormais les flux là où ils naissent, et non après filtrage par des infrastructures lointaines. Cette inversion paraît abstraite, pourtant elle modifie profondément la capacité d'anticipation et de décision. Un exemple éclaire ce déplacement. Une transaction multinationale de matières premières réglée intégralement en monnaie locale via le nouveau réseau franchit un seuil symbolique. Elle montre que l'infrastructure ne se limite plus à des tests ou à des petits volumes. À cet instant, le système cesse d'être perçu comme un outil régional expérimental et devient un précédent opérationnel. Le commerce stratégique peut lui aussi s'affranchir des circuits habituels. À partir de là, la perte n'est pas seulement financière pour les acteurs extérieurs, elle concerne la visibilité. Chaque transaction locale réduit l'observation indirecte des flux africains et renforce l'autonomie informationnelle du continent. Dans l'espace public, le nom d'Ibrahim Traoré revient alors comme un symbole, non pour une implication directe, mais parce qu'il incarne une idée désormais tangible. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce à travers des architectures concrètes. Dès lors, la question n'est plus technique, elle devient stratégique, car ce qui change n'est pas seulement la circulation de la valeur, mais le regard porté sur elle. Les effets du nouveau réseau ne restent pas cantonnés au système de paiement. Il se déploie déjà sur 4 niveaux distincts, chacun révélant une transformation concrète qui dépasse les flux monétaires et modifie des comportements établis. Du côté des États, l'impact le plus immédiat concerne la stabilité opérationnelle. En réduisant l'exposition quotidienne aux fluctuations des devises dominantes pendant les phases de règlement, plusieurs banques centrales gagnent une marge d'ajustement accrue. Les données transactionnelles, désormais locales et continues, améliorent la lecture des flux réels. Cette visibilité permet d'anticiper les tensions de liquidité et d'affiner les instruments monétaires sans dépendre de signaux externes retardés. Dans ce contexte, les débats sur la souveraineté économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un socle technique crédible, fondé sur des capacités observables plutôt que sur des intentions politiques. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes, la transformation est tangible. Les règlements quasi instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles, car les frais ne varient plus au gré des mouvements monétaires pendant la fenêtre de règlement. Cette stabilité favorise l'expansion vers des marchés proches, longtemps jugés trop risqués ou peu rentables. Des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile ou la logistique régionale voient leur corridor s'épaissir. Là où les échanges étaient sporadiques, une continuité économique s'installe. Au niveau des populations, les effets sont plus diffus mais cumulatifs. La baisse des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent l'inclusion financière. Les travailleurs migrants, les commerçants informels et les ménages dépendants de flux réguliers bénéficient directement de la réduction des frictions.
Les plateformes de paiement de détail connectées au réseau deviennent des outils du quotidien. L'argent circule plus vite, ce qui renforce la résilience face aux chocs et facilite l'accès à des services financiers auparavant hors de portée. À l'échelle régionale et internationale, l'impact est stratégique. Les acteurs financiers extérieurs constatent une diminution progressive de leur visibilité sur les flux intra-africains. Cette évolution les incite à ajuster leurs offres, à réduire certains frais et à moderniser leurs infrastructures pour rester compétitifs. Parallèlement, d'autres régions du Sud global observent l'expérience africaine comme un laboratoire. La capacité d'un continent à organiser ses échanges sans centre unique de validation modifie la perception des rapports de force, non par confrontation directe, mais par démonstration. Pris ensemble, ces effets montrent que l'infrastructure agit comme un multiplicateur. Elle ne crée pas la valeur à elle seule, mais elle change la manière dont elle est conservée, observée et redistribuée. Ce déplacement progressif explique pourquoi les conséquences dépassent le cadre financier et commencent à redessiner les équilibres économiques du continent. Sur les 12 prochains mois, l'évolution du nouveau réseau peut suivre 3 trajectoires plausibles, chacune révélant des opportunités comme des contraintes distinctes. Aucune n'est exclusive, mais chacune aide à lire les signaux faibles qui émergent déjà. Dans un scénario de base, le réseau s'étend de manière progressive, là où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées. Les pays membres harmonisent leurs protocoles, les banques locales améliorent les interfaces destinées aux entreprises, et les volumes augmentent de façon régulière sans emballement. Les acteurs financiers internationaux observent cette montée en puissance et ajustent leurs offres pour rester compétitifs, notamment en réduisant certaines frictions. Le changement reste discret mais durable. La dépendance quotidienne diminue, transaction après transaction, sans rupture visible ni confrontation ouverte. Un scénario plus optimiste repose sur un effet de réseau accéléré. De nouveaux États rejoignent rapidement la plateforme, synchronisent leurs systèmes et élargissent les corridors clés. Les coûts réduits et la rapidité des règlements attirent des investissements régionaux, tandis que des organisations multilatérales soutiennent l'initiative comme démonstration de résilience. Des standards opérationnels émergent et commencent à être observés au-delà du continent. Le commerce intra-africain gagne en densité, et l'Afrique s'impose comme un terrain d'innovation financière crédible. Cette dynamique devient auto-renforçante, car chaque nouveau participant augmente la valeur du système pour les autres. A l'inverse, un scénario plus défavorable envisage une progression par à-coups. La montée en puissance suscite des réactions plus marquées, sous forme d'offres concurrentes agressives, de pression réglementaire ou de contraintes technologiques. À l'intérieur du continent, certaines capacités institutionnelles peinent à suivre, entraînant des retards ou des interruptions temporaires. Le réseau continue d'exister, mais sa trajectoire devient moins lisible à court terme, alternant avancée et phase de consolidation. Ces scénarios ne visent pas à prédire un résultat unique. Ils fournissent une grille de lecture. La variable décisive n'est pas la perfection technique, mais la cohérence collective. Si les acteurs parviennent à renforcer les nœuds existants, à apprendre rapidement des frictions et à coordonner leurs décisions, alors les gains observés aujourd'hui pourront se transformer en trajectoires durables. Sinon, ils resteront un avantage opérationnel fragile, exposé au vent contraire. À ce stade, la transformation ne concerne plus seulement les institutions ou les experts, elle commence à toucher différemment chaque groupe selon sa position dans l'économie et ses contraintes quotidiennes. Comprendre ces résonances permet de mesurer ce qui change réellement au-delà des indicateurs agrégés. Pour les administrations, banques et régulateurs, l'effet principal réside dans la qualité de l'information. Disposer de données locales, continues et non filtrées améliore la prise de décision. Les tensions de liquidité sont détectées plus tôt, les politiques peuvent être ajustées avec davantage de précision et les interventions deviennent moins réactives, plus anticipatrices. Une pratique utile consiste à suivre régulièrement les flux régionaux pour identifier les corridors dynamiques plutôt que de s'appuyer sur des signaux tardifs venus de l'extérieur. Pour les entrepreneurs, commerçants et producteurs, l'impact est plus immédiat. Les règlements rapides réduisent l'incertitude et libèrent du capital auparavant immobilisé.
tester un nouveau corridor commercial devient moins risqué, car les coûts sont prévisibles et les délais maîtrisés. Une approche pragmatique consiste à observer les échanges émergents, là où la baisse des frais transforme soudain un marché marginal en opportunité viable, sans nécessité d'expansion lourde ou d'endettement excessif. Pour le grand public, les effets sont souvent indirects mais cumulatifs. La diminution des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent la résilience financière des ménages. Les services numériques locaux gagnent en importance et deviennent des points d'entrée vers l'inclusion financière. S'intéresser à ces outils permet de relier une infrastructure abstraite à des usages concrets du quotidien. Ces trois niveaux racontent la même histoire. Le système ne change pas tout d'un coup, mais il modifie progressivement les repères. L'adaptation ne passe pas par des gestes spectaculaires, mais par une attention nouvelle portée aux délais, aux coûts et aux signaux faibles qui dessinent l'économie de demain. Pour que le nouveau réseau passe d'une innovation fonctionnelle à une architecture durable, une feuille de route claire s'impose. Elle ne repose pas sur des annonces spectaculaires, mais sur une séquence d'actions coordonnées, où chaque acteur connaît son rôle, son horizon temporel et les critères d'évaluation. La première étape concerne le renforcement des capacités techniques des banques centrales. Il s'agit de consolider les nœuds de synchronisation, d'assurer la continuité de service et de réduire les interruptions à un niveau résiduel. Le succès se mesure simplement: stabilité accrue et baisse des incidents sur plusieurs trimestres consécutifs. Sans cette base, l'effet de réseau reste fragile. La deuxième étape vise l'extension ciblée des corridors commerciaux prioritaires. Les gouvernements identifient des secteurs où la baisse des coûts produit un effet multiplicateur immédiat, comme l'agroalimentaire, l'énergie ou la logistique régionale. L'indicateur clé n'est pas l'expansion rapide, mais l'augmentation régulière des volumes réglés localement, signe d'une adoption réelle par les acteurs économiques. La troisième étape porte sur l'intégration des plateformes de détail. Pour que PME et particuliers utilisent le système sans friction, les interfaces doivent être harmonisées et fiables. Le critère central reste le temps de règlement, qui doit demeurer suffisamment court pour être perçu comme un avantage concret et non comme une promesse abstraite. Viennent ensuite la gouvernance et la cybersécurité. Des protocoles communs de surveillance et de réponse aux incidents sont indispensables pour maintenir la confiance. La performance se juge à la rapidité de résolution et à la transparence des processus. Enfin, la valorisation des données locales complète l'ensemble. Les informations transactionnelles doivent guider les politiques publiques et nourrir les débats sur l'autonomie économique, souvent incarnée dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré. À ce stade, la souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient mesurable, pilotable et perfectible. Revenir au premier témoin du changement permet d'en saisir la portée humaine. Le négociant de café, autrefois suspendu à des délais imprévisibles, voit désormais ses règlements se confirmer presque instantanément. Ce geste banal, répété chaque semaine, résume un basculement que les graphiques peinent à traduire. Le temps, longtemps subi, redevient maîtrisable, et cette maîtrise transforme la manière de décider, d'investir et de se projeter. Ce détail rejoint une dynamique plus large. Lorsque les acteurs économiques n'attendent plus, ils planifient différemment. Lorsqu'ils planifient, ils prennent des risques mesurés. Et lorsqu'ils prennent ces risques, les échanges cessent d'être défensifs pour devenir constructifs. Cette chaîne, invisible au premier regard, explique pourquoi une infrastructure technique peut produire un effet émotionnel durable. Elle redonne de la confiance, non par le discours, mais par l'usage répété. Dans l'espace public, des figures comme Ibrahim Traoré résonnent parce qu'elles mettent des mots sur ce que ces pratiques quotidiennes révèlent. La souveraineté ne se proclame pas. Elle s'exerce à travers des routines, des outils et des choix collectifs qui, mis bout à bout, déplacent progressivement les lignes. Le motif initial revient alors avec plus de clarté. Le clic discret de 2025 n'était pas un simple raccourci technique, mais le signal d'un changement de trajectoire, mesuré à l'échelle humaine. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une architecture technique, ni d'en faire un symbole figé. Il consiste à l'habiter dans la durée, à l'ajuster
et à la défendre collectivement. Une infrastructure silencieuse ne produit ses effets que si elle est comprise, utilisée et améliorée par ceux qu'elle concerne directement. La responsabilité se diffuse alors, au-delà des institutions, vers l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Pour les observateurs, suivre l'évolution des corridors et des usages permet de distinguer les tendances réelles du simple bruit. Pour les praticiens, partager les retours d'expérience contribue à renforcer la cohérence du système et à corriger ses fragilités. Pour les citoyens, s'informer sur les mécanismes qui gouvernent la circulation de la valeur aide à relier des choix quotidiens à des dynamiques plus larges. Dans ce cadre, les débats sur l'autonomie économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un prolongement concret dans les usages et les décisions ordinaires. Cette transition rappelle une idée simple. Les routes financières façonnent les relations autant que les routes physiques. Lorsqu'elles changent, les équilibres suivent. La question reste ouverte et collective. Selon vous, comment cette nouvelle manière de faire circuler la valeur peut-elle transformer durablement les relations économiques du continent dans les années à venir ?